Bon, pour conclure, chère présence, on va passer la parole au professeur Boukata Brahim, qui va nous parler de la place de l'indifulangine dans la prise en charge des candidoses invasives. Merci. Merci Myriam, merci Ahlam, merci professeur Adnan, merci pour l'AMAF et tout le bureau et le comité d'organisation. Merci au laboratoire Faisal pour cette initiation, ou cette initiative plutôt. Et bien sûr, c'est très difficile de passer le dernier. Et c'est pour cela un grand merci pour l'assistance, pour votre courage, pour votre persévérance et pour votre patience. Depuis le matin, on parle des infections bactériennes. Et on sait très bien que les infections bactériennes posent un grand problème au niveau des services de réanimation. Mais il ne faut pas oublier les infections fongiques. Pourquoi? Parce que les infections fongiques sont des infections opportunistes. Elles posent eux aussi un réel et sérieux problème dans les unités de soins intensifs. Et elles sont de plus en plus fréquentes. Et on sait très bien qu'à l'échelle mondiale, leur incidence il peut aller jusqu'à 7 pour 1000 patients en unité de soins intensifs, que ce soit en Europe, que ce soit en réanimation. Donc, ils sont beaucoup plus fréquents. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de facteurs de risque au service de réanimation, puisque dans les services de réanimation, on commence à recevoir des patients cancéreux, des patients qui sont très lourds, avec un score d'APACH2 très élevé. Parce que la plupart des patients sont sous antibiothérapie, une antibiothérapie large, et parce que la plupart des patients, ils commencent maintenant à mettre les patients sous une nutrition parentérale exclusive. Et il faut savoir que les candidats, ce sont des saprophytes du type digestif. Et normalement, ils sont inoffensifs pour l'homme, mais quand il y a une diminution des moyens de défense, à ce moment-là, il devient invasif. Et il y a deux voies de contamination, ou deux modes de transmission. Ils se transmettent soit par voie exogène, c'est-à-dire à partir des procédures, une sonde vésicale, une voie veineuse centrale, une sonde d'intubation. Et à ce moment-là, on est bien d'accord, ce sont des infections nosocomiales, et c'est les mains qui sont responsables de ça, et de l'intérêt effectivement de l'hygiène. Ça a été dit plusieurs fois, c'est avec l'hygiène qu'on pourra limiter effectivement l'incident des infections fongiques. Mais la voie la plus importante pour les infections fongiques, ce n'est pas la voie exogène, c'est la voie endogène, c'est-à-dire à partir de type digestif. On sait très bien que les candidats sont des saprophytes du tube digestif, et surtout dans la partie haute. Et à chaque fois qu'il y a une agression du tube digestif, donc il y aura une diminution des moyens de défense, et à ce moment-là, on va voir un passage des candidats. Comment ça se passe? On sait très bien que le tube digestif, et surtout par exemple l'intestin, il est tapissé par une couche de bactéries. Ces bactéries, ils ne protègent contre l'invasion des bactéries ou des germes qui sont nocifs. Mais à chaque fois qu'on arrête l'alimentation entérale, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une atrophie avec une diminution de l'importance des germes qui tapissent le tube digestif. La même chose, quand on va introduire une antibiothérapie, la plupart des antibiotiques, ils agissent sur les antibiotiques, ça profite au niveau du tube digestif. Et à ce moment-là, on va éliminer ces gènes qui protègent notre tube digestif. Et à ce moment-là, on va libérer de l'espace. Et une fois qu'on libère l'espace, c'est les candidats qui vont s'accrocher à la paroi. Et une fois qu'ils s'accrochent à la paroi, ils vont traverser la paroi, ils vont rejoindre la circulation, c'est la candidémie. Et à partir de la candidémie, on va avoir un envahissement des autres organes qui sont stériles, par exemple le foie, l'œil et la rate. Et donc, l'antibiothérapie, il joue un rôle très important dans l'augmentation de l'incidence des infections fongiques. Et de la même manière, donc, comme l'antibiothérapie ou le mauvais usage d'antibiotiques entraîne l'émergence des bactéries multirésistantes, ils peuvent augmenter l'incidence des infections fongiques. Malheureusement, ces infections fongiques sont responsables d'une mortalité importante. Cette mortalité, il pourra arriver jusqu'à 40%. 40%, mais où? 40% dans les grands centres. Mais cette mortalité, pourquoi il est élevé? Pourquoi il est aussi important? Il faut se poser les questions. Donc cette mortalité elle est élevée pour plusieurs raisons. La première explication, c'est que les infections fongiques sont hétérogènes. Il n'y a pas que les candidats. Il y a plusieurs
infections fongiques, et donc les candidats ne sont qu'une partie des infections fongiques. Deuxième élément, il faut savoir qu'il y a les candidats, oui, qui représentent 70 à 90% des infections fongiques, mais il y a aussi l'aspergillose chez certains patients, par exemple les patients tuberculeux, et à ce moment-là, l'aspergillose pourra occuper jusqu'à 10 à 20% des infections fongiques. Deuxièmement, les infections fongiques ou les candidoses, ils sont invasifs. C'est-à-dire invasifs, c'est-à-dire qu'ils vont toucher les encaques qui sont normalement stériles. C'est-à-dire qu'ils peuvent toucher le sang, à ce moment-là on parle de candidémie, et ils peuvent toucher des autres organes, c'est-à-dire le foie et la reine. Et quand on parle des candidoses invasives, c'est par rapport à ce qu'on appelle les candidoses superficielles qui ne posent généralement pas beaucoup de problèmes. Par exemple, une infection candidosique qui touche la peau ou qui touche la sphère ORL. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les candidoses invasives parce que c'est eux qui posent un grand problème. Pourquoi la mortalité est importante? Parce qu'il y a plusieurs espèces dans les candidats. Certes, il y a les candidats albicans, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres espèces, telles que le glabrata, le chrysier, le tropicalis. Et maintenant, il y a d'autres espèces qui commencent à prendre le terrain. Et malheureusement, la sensibilité de ces candidats, elle est différente par rapport au fluconazole. On sait très bien qu'au Maroc, jusqu'à maintenant, on n'a qu'une seule molécule, fluconazole. Et à chaque fois qu'on suspecte une infection fongique, on prescrit le fluconazole. Malheureusement, et quand on voit ici, que, par exemple, le candida glabrata et le candida chrysier, ils ont une résistance naturelle au fluconazole. Et donc, quand on voit ce qui se passe au fil du temps, avant, par exemple, dans les années 90, il n'y avait que des candidats albicans. Et à ce moment-là, c'était justifié, effectivement, à chaque fois qu'on suspecte une infection nosocomiale, de prescrire fluconazole. Ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Mais quand vous voyez, au fil du temps, c'est les autres candidats qui commencent à prendre le terrain. Et on voit ici le candidat glabrata et chrysier. Et donc, finalement, ça pose un problème par rapport à la thérapeutique et par rapport à la molécule de fluconazole. Pourquoi la mortalité est importante? Parce qu'il y a un autre défi, qui est le diagnostic. Et dans le diagnostic des infections fongiques, il est difficile. Parce qu'il faut y penser, et une fois on y pense, on doit différencier entre une vraie infection et une colonisation. Et ce diagnostic est difficile, il est basé sur un raisonnement. À chaque fois qu'on suspecte une infection fongique, il faut faire un raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut rassembler plusieurs faisceaux d'arguments. Et les arguments, on peut avoir des arguments cliniques, il y a des arguments microbiologiques, et c'est l'intérêt du laboratoire. Et puis, il y a des arguments sérologiques, là aussi, c'est l'intérêt du laboratoire. Pour les arguments cliniques, malheureusement, il n'y a pas de signe spécifique à l'infection aux candidoses. Et la règle, chez nous en réanimation, à chaque fois qu'on a un patient qui présente un sepsis et qu'on ne répond pas à l'antibiothérapie, certes, il faut penser aux infections bactériennes résistantes, mais il ne faut jamais oublier les infections fongiques. C'est un message qu'il faut tenir. Et pour aller plus loin, on a pensé à des scores. C'est des scores cliniques qui peuvent nous aider par rapport au diagnostic. Et parmi les scores, il y a le score le plus fréquent, c'est le candida score, qui regroupe un certain élément qui sont faciles. Un patient qui est en sepsis, qui vient de subir une chirurgie, qui est sur une nutrition, une alimentation parentérale exclusive, et donc qui va épargner le type digestif, et donc qui va fragiliser le type digestif, et des patients, par exemple, qui ont une colonisation multiple à candida. Chez ces patients qui ont plusieurs facteurs, à ce moment-là, ça nous permet effectivement de suspecter une infection candidosique. Mais il faut savoir que ce score clinique est là une valeur prédictive négative. C'est-à-dire quand il est positif, on ne pourra pas confirmer qu'il y a une infection. Mais quand il est négatif, peut-être on va dire on pourra éliminer une infection fongique et on cherchera d'autres éléments qui peuvent justifier, par exemple, qui peuvent expliquer un échec thérapeutique ou d'antibiothérapie. Dans le cas des infections intra-abdominales, c'est-à-dire surtout dans des péritonites, on pourra suspecter là aussi une infection fongique et candidosique lorsqu'un patient il est en sepsis, lorsqu'il est en état de choc, lorsqu'il est du sexe masculin, quand il va bénéficier d'une chirurgie
ces mucocollés, parce qu'on sait très bien que quand les candidats ils s'en s'approfitent, surtout dans la partie supérieure, et quand le patient il est déjà sous une antibiothérapie de plus de 48 heures. Maintenant, à côté des critères cliniques qui sont insuffisants malheureusement, il y a des critères microbiologiques. Et dans les critères microbiologiques, il y a l'isolement du candidat. Donc à chaque fois qu'on va isoler un candidat dans un organe qui est stérile, par exemple le sang, ou par exemple la rate ou le LCR, on va confirmer l'infection candidosique. Mais là, donc il y a la place de la PCR multiplex qui permet effectivement de confirmer ces infections au candidat. Maintenant, il y a un autre paramètre qui pourra rentrer dans le raisonnement. C'est ce qu'on appelle l'index de colonisation. C'est quoi l'index de colonisation? C'est-à-dire pour des patients qui sont hospitalisés et qui sont à risque, on va multiplier les prélèvements. C'est-à-dire un prélèvement bronchique, un prélèvement urinaire, un prélèvement au niveau du cathéter, un prélèvement au niveau du voie veineuse périphérique. Et à chaque fois qu'on a un nombre de sites infectés supérieur à 50% par rapport aux sites explorés, ça pourrait nous orienter plutôt vers une infection qu'une colonisation. Et donc c'est un paramètre qu'on pourra prendre en considération dans notre raisonnement clinique. Mais là aussi, ce paramètre il a une valeur prédictive négative. C'est-à-dire quand il est négatif, peut-être on pourra oublier ou plutôt écarter la piste des infections candidosiques. Un autre test, malheureusement qui n'est pas disponible au Maroc, c'est les tests sérologiques, c'est-à-dire les tests qui explorent les produits de la paroi des candidats, c'est-à-dire l'imana et le diglycane. Et à ce moment-là, on pourra chercher, par exemple, les antigènes MANA, les anticorps anti-MANA et le bêta-D-glycane. Ces tests-là aussi, ils ont des valeurs négatives, prédictives négatives. C'est-à-dire quand ils sont négatifs, on pourra peut-être écarter la piste. Quand ils sont positifs, on ne pourra pas confirmer. Donc ils ne permettent pas de confirmer, mais ils permettent de faciliter le raisonnement vers une infection vraie candidosique. Maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Les arguments microbiologiques, à part l'isolement d'un candidat, donc ils ont une valeur prédictive négative. Donc finalement, devant un patient qui est en sepsis, on doit faire un raisonnement, c'est-à-dire on doit essayer de rassembler tous les éléments pour écarter ou pour confirmer une infection candidosique. Et sur le plan pratique, par exemple, un patient qui est en sepsis et chez qui on isole un candidat dans un endroit ou un site stérile, il pourra confirmer effectivement l'infection. À ce moment-là, il faut traiter. Par exemple, si un patient il est en sepsis, mais qui n'a pas de facteur de risque, donc on pourra écarter la piste des infections fongiques. Et on doit chercher un autre élément. Supposons que le patient il a un sepsis avec des facteurs de risque présents. Donc ça ne peut pas confirmer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, on doit raisonner. C'est-à-dire qu'on doit associer d'autres arguments pour prendre une décision. Et quand, à ce moment-là, pour le raisonnement, on doit utiliser, par exemple, le candidat score. Et si le candidat score est négatif, ça permet d'éliminer ou d'écarter la piste. Mais si le score est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des tests sérologiques, c'est-à-dire le bêta-D-glycane ou les anticorps anti-MANA. Quand ils sont positifs, on va dire très probablement c'est une infection fongique et à ce moment-là, on pourra proposer un traitement. Et quand ils sont négatifs, à ce moment-là, on peut dire peut-être c'est peu probable et donc à ce moment-là, on pourra écarter. Donc finalement, à chaque fois qu'on a un patient en sepsis en réanimation, il faut rassembler plusieurs éléments et donc il faut raisonner pour dire que le patient il est septique ou pas. C'est-à-dire qu'il a une infection candidosique ou pas. Maintenant, une fois on fait le diagnostic, comment on va traiter? C'est un autre défi pour le réanimateur. Pourquoi? Parce que parmi les principes de traitement, il faut donc démarrer un traitement antifongique rapidement, parce que le pronostic il dépend de la rapidité de la mise en place de traitement antifongique. Et deuxièmement, il faut contrôler, comme ça a été dit par Ali, il faut toujours chercher la source et il faut la drainer ou l'éliminer. Et troisièmement, notre défi principal, c'est qu'il ne faut pas rater
ce pari antifongique, tout en sachant que, comme on l'a dit, il y a pas mal de candidats qui sont résistants au fluconazole. Maintenant, malheureusement, dans notre contexte, on a une seule molécule, c'est le fluconazole. C'est-à-dire, une fois on pense, on prescrit fluconazole, et c'est pour ça qu'on pourra imaginer qu'il y aura beaucoup d'échecs thérapeutiques. Mais, heureusement, actuellement, on a une autre molécule qui fait partie des échinocondines, et qui ont un spectre d'action plus large et qui peuvent effectivement être efficaces quand on démarre un traitement antifongique d'une manière probabiliste. Maintenant, que disent les recommandations? Ce sont des recommandations américaines. Les recommandations américaines, ils préconisent dans la plupart des situations pas le fluconazole. Toutes les recommandations, ils préconisent en premier lieu une échinocandine, parce qu'ils sachent très bien qu'il y a des résistances et qu'il y a des candidats qui s'échappent à fluconazole. Et il y a plusieurs recommandations, et je vais me contenter de certaines situations qui sont beaucoup plus fréquentes dans notre contexte. Par exemple, lors d'une candidémie. Lors d'une candidémie, il faut commencer essentiellement par une échinocandine. Et le fluconazole ne peut être qu'une alternative. Bien sûr, dans cette situation, il ne faut jamais éliminer, il ne faut jamais oublier de retirer, par exemple, le cathéter qui est responsable. Pour les infections intra-abdominales, là aussi, ce qui est préconisé, ce n'est pas le fluconazole. En première intention, c'est l'échinocandine. Et vous comprenez très bien que de notre pratique, on rate effectivement le traitement antifongique chez nos patients. Pour les patients neutropéniques, c'est pareil. Ce qui est préconisé, c'est une échinocandine et pas un fluconazole. Par contre, pour les infections bronchiques, dans la plupart du temps, donc au niveau bronchique, c'est une colonisation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on isole, par exemple, un candidat au niveau du sécrétion bronchique, généralement, il ne faut pas traiter. Il faut considérer ça comme une colonisation, sauf si ça rentre dans un cadre global avec plusieurs sites qui sont infectés. À ce moment-là, on va traiter le patient parce qu'il a un autre site qui est atteint. Pour les infections urinaires, quand il s'agit de cystites asymptomatiques, il ne faut pas traiter. C'est tout à fait logique. Mais on pourra retirer ou changer la sonde vésicale. Mais quand c'est symptomatique, c'est-à-dire soit une cystite symptomatique, soit une pyélonéphrite, il ne faut pas donner l'échinocandie. Pourquoi? Parce que les échinocandies, ils ont une élimination rénale faible. Et donc finalement, à ce moment-là, on donne plutôt le fluconazole. C'est lui qui est préconisé. Donc dans les infections urinaires, quand on décide de traiter, il ne faut pas donner une échinocandie, mais plutôt il faut instaurer du fluconazole. Maintenant, c'est quoi une échinocandine? Donc heureusement, actuellement, on a une molécule qui est disponible au Maroc, c'est l'anidilafangine. L'anidilafangine, il agit sur la paroi puisqu'il bloque la synthèse de diglycane, qui est un élément important pour la synthèse de la paroi du candidat. Donc, il a un spectre d'action large qui intéresse presque tous les candidats et l'aspergillose. Et donc, on pourra le préconiser en cas de candidémie, en cas de candidose invasive et même dans les candidoses œsophagiennes. Donc, sa particularité, c'est qu'il n'a pas un métabolisme hépatique. Et puisqu'il n'a pas un métabolisme hépatique, donc finalement, il a un métabolisme plasmatique. Et donc, on pourra le prescrire, même chez les patients qui présentent une insuffisance hépatique, même pour les patients qui ont une insuffisance rénale, et indépendamment du poids et du sexe. Et comme j'ai dit, donc son élimination rénale, elle est faible, donc on ne pourra pas le prescrire dans les infections urinaires. Donc il faut se rappeler de cet élément. Maintenant, combien on donne? Généralement, on donne 200 mg, une dose de charge de 200 mg le premier jour, puis on relaie par 100 mg par jour sur une perfusion, et cette perfusion doit être sur 1 heure. Maintenant, que disent les études? C'est une perfusion sur 1 heure. Maintenant, que disent les études quand on compare cette molécule par rapport à la molécule mère, c'est-à-dire principale, c'est-à-dire le fluconazole? Donc, les études ont montré qu'en quoi l'efficacité de cette molécule par rapport au fluconazole, elle est beaucoup plus importante, sauf dans le candidat
parapsilosis, parce que pour l'éconocandine, le candidat parapsilosis, il a une sensibilité intermédiaire. C'est la seule situation où le fluconazole fait mieux que l'équinocandine dans les infections candidosiques. Et comme vous voyez ici, effectivement, le candidat parapsilosis, il a une sensibilité intermédiaire pour l'équinocandine. Donc, d'autres études ils ont montré qu'en quoi la survie chez les patients qui présentent une candidose invasive, elle est meilleure quand on utilise effectivement l'anidilafongine par rapport au fluconazole. Donc le message, il est clair. Donc les infections fongiques et surtout les candidoses invasives, elles sont fréquentes. Elles posent la même problématique que les infections bactériennes et les infections résistantes aux antibiotiques. Le réanimateur, il doit avoir un challenge. Pourquoi? Parce que d'abord, il doit agir par prévention, il doit prévenir ces infections par l'hygiène et en privilégiant la nutrition entérale qui permet de protéger effectivement le digestif et par un bon usage des antibiotiques. Il doit penser à ces infections d'une manière précoce, à chaque fois que le patient est en sepsis, à chaque fois que le patient a des facteurs de risque. Il faut utiliser les scores cliniques. Il ne faut pas oublier la PCR et il ne faut pas oublier les tests. Et peut-être c'est un message pour nous.